Bonjour à tout le monde. Je dois dire que je suis particulièrement ému parce que ça fait depuis 2005 que je travaille sur ces sujets et j'ai entendu des mots et surtout j'ai vu des actions ce matin juste incroyables. À l'époque, c'était surtout des idées. Aujourd'hui, je vois que ça émerge dans la matière et c'est porté par des gens de conviction et qui savent faire. Et donc, en plus du plaisir d'être là, c'est la première fois que je reviens à Paris depuis le confinement. Or, avant, j'y venais certainement 3-4 fois par mois. Vraiment, ce matin, j'ai beaucoup appris. Et donc, déjà, merci. Alors, Sophie West, m'a fait l'honneur de me demander d'un peu animer la réflexion et de prendre un peu de perspective. Et je pense que ce qui m'amène aujourd'hui, avant de vous parler en détail du concept d'économie régénératrice, mais vous verrez que beaucoup d'entre vous y êtes déjà, effectivement, c'est un accident de vie. Moi, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 15 ans, ça c'était avant la période de 2005. Je suis tombé très jeune dans la marmite, on m'a donné très jeune mon bâton de maréchal. À 29 ans, je dirigeais une société cotée en bourse dont je n'étais pas l'actionnaire. Le problème, c'est qu'à 31 ans, j'ai fait un méchant burn-out qui s'est concrétisé par une tumeur dans la boîte crânienne, avec un diagnostic vital très, très engagé. Quand vous avez 30 ans, que votre vie ressemble à une asymptote, ou je dirais une fusée dans un ciel bleu, et que le médecin vous dit, à l'échéance de 3 mois, la partie est terminée. En anglais, on dit c'est un wake-up call. Et donc, j'ai été diagnostiqué au mois de juillet 1994 avec une tumeur située sur l'hypophyse, c'est important, qui est la glande qui contrôle tout le système endocrinien, on ne sait pas vivre sans. Et donc je passe l'été essayer de trouver la bonne pathologie, pas la bonne pathologie, la bonne thérapie. Je visite différents CHU, puis finalement, fin de l'été, on m'opère lourdement. Et quelques jours après l'opération, le médecin rentre dans ma chambre et me dit « J'ai des nouvelles pour vous. Au rayon des bonnes nouvelles, vous n'êtes plus aveugle. » La tumeur était tellement grosse qu'elle compressait le nerf optique. Et puis, vous êtes en vie. À l'époque, on ne remontait pas toujours de la salle d'op parce que c'était une chirurgie extrêmement invasive. Mais il me dit, le problème, c'est qu'en retirant la tumeur, on a également retiré l'hypophyse. Or, vous ne pouvez pas vivre sans hypophyse. En clair, il dit, pour le restant de vos jours, puisque l'hypophyse est quelque part le général en chef de tout votre système endocrinien, pour le restant de vos jours, vous risquez d'être dans un état dépressif latent permanent. Vous ne pourrez plus avoir d'enfants, puisque l'hypophyse commande aux ovaires chez la femme et aux gonades chez l'homme. Vous n'allez plus produire de spermatozoïdes. Votre espérance de vie sera réduite d'une 15aine d'années, parce que vous allez faire de l'ostéoporose anticipée, votre muscle cardiaque va s'atrophier. Et puis, vous devez vivre pour le restant de vos jours sous médication. Voilà une liste de 5 médicaments, hormones de substitution, à prendre. Certains 2 fois par jour, certains sous forme d'injection. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans le coma dans les 48 heures. Pour le reste, revenez nous voir 2 fois par an, on fera résonance magnétique et prise de sang et essayez d'avoir une bonne vie. Et en fait, on était le 12 septembre 1994, à la sortie du CHU, le médecin il me délivrait là ma feuille de route pour le restant de mon existence. Ce n'était pas vraiment une feuille de route, c'était plutôt une sentence. Et est-ce parce que depuis toujours j'ai un esprit assez divergent, je n'ai pas accepté ce que m'a dit le médecin. D'abord, j'étais terriblement heureux d'être en vie. J'allais retrouver mon épouse, j'étais jeune marié et mon petit garçon. Et puis, il y avait en moi quelque chose qui me disait, de façon subtile, ça ne se passera pas comme ça. Alors, ne me demandez pas d'expliquer de façon rationnelle, j'y viendrai après. C'était, ça ne se passera pas comme ça. C'était aussi le fruit de conversations que j'avais eues avec le médecin, qui m'avait dit, tu sais, il existe un lien entre ton état psychique et ton état chimique. En clair, le stress que tu as, tu diriges une boîte qui est cotée en bourse, si tu rajoutes dessus des émotions très négatives non gérées, amertume, rancœur, colère non exprimée, il me dit tu t'injectes à toi-même le poison. Et en fait, en regardant les 12 mois qui avaient précédé, c'était exactement le genre d'humeur, ou en tout cas d'émotions que j'avais nourries, souvent pour des problèmes de rapport avec mon conseil d'administration. D'ailleurs, j'étais très jeune à la direction d'une entreprise. Vous savez mieux que moi que diriger une entreprise, c'est avant tout du bon sens, du sens humain et le sens de l'humour, je dis souvent, mais j'avais des bons résultats, mais j'étais trop jeune pour les relations non rationnelles avec le conseil, où il y avait beaucoup de politique également. Et donc, le médecin me dit, je ne dis pas que tu as fabriqué ta tumeur, mais en tout cas, si tu as nourri ce type d'émotion,
non traitées, tu as créé un terreau fertile. Et donc, en sortant du CHU, je décide de changer mon existence. D'abord, je me remets à faire beaucoup de sport, ce qu'on appelle du cardio. Simplement, vous perdez l'usage de la main gauche, vous allez renforcer la dextérité et la puissance de la main droite. Donc, beaucoup de cardio, beaucoup de courses à pied, de vélo, beaucoup de courses en haute montagne, qui pour moi étaient vraiment la forêt et la montagne ont été des lieux de résilience profonds. Je me suis mis à manger très différemment, sans jamais lire un livre de diététique, simplement en écoutant mon corps, qui m'a incité à aller vers des choses qu'on lit aujourd'hui dans les traités de nutrition. Et puis, de façon plus subtile, j'ai commencé à me traiter, je dirais, de façon asiatique, avant d'être malade, en utilisant à la fois le meilleur de la technologie occidentale et puis également des pratiques très ancestrales bouddhistes de la médecine asiatique. Et j'ai voulu aussi, à un moment, je me suis dit, tiens, si je me suis presque détruit par la mégestion de mes émotions, peut-être que je peux aller plus loin si je réapprends à gérer mes pensées, mes émotions. Et donc, à l'époque, on était en 95, j'ai trouvé un maître en méditation. Alors, on ne parlait pas encore de pleine conscience, comme on parle aujourd'hui. Vous parliez méditation, vous risquiez d'avoir des problèmes. On pensait que vous entriez dans une secte. Mais simplement, quelqu'un qui m'a appris à me poser, à arrêter de penser, à me concentrer sur ma respiration et à faire le calme en moi. Et en fait, cette alchimie-là a eu un effet tout à fait incroyable. Rien de ce que m'a prédit la médecine ne s'est avéré exact. Je n'ai jamais été dépressif, j'ai dirigé d'autres entreprises, j'ai fait des start-up, j'ai fait beaucoup de sports extrêmes, j'ai fait beaucoup de haute montagne dans les Alpes et dans l'Himalaya également. J'ai fait beaucoup de vélo, il m'arrive de faire 150 km sur une journée, j'ai fait des semi-marathons. Je ne suis pas du tout un surhomme, mais vous ne pouvez pas être dépressif pour ce genre de choses. À défaut de stérilité, la famille s'est élargie avec deux autres solides bébés, solides garçons, et j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont de moi, puisqu'il y en a un qui me ressemble et l'autre qui a mon caractère. Et puis surtout, de façon beaucoup plus surprenante pour la médecine, j'ai réussi à m'affranchir de tous les médicaments que la médecine m'imposait de prendre. Alors, jusqu'à peu, c'était un point d'interrogation pour la médecine, ça l'est moins aujourd'hui. En fait, on découvre que j'ai eu une pratique qu'on appelle aujourd'hui une pratique épigénétique. L'épigénétique est la capacité que vous avez à modifier l'expression de vos gènes, donc qui vous êtes véritablement, en changeant votre comportement, votre nutrition, faire de l'activité physique, la qualité de vos pensées, la gestion de vos liens sociaux, tout ce qui peut générer une vibration intérieure plus élevée, donc booster votre système immunitaire. Sans le savoir, c'est exactement ce que j'avais fait pendant des années, ce qui m'a permis effectivement de me soustraire aux médicaments. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis en bien meilleure santé aujourd'hui à 57 ans que je n'étais à 31. Mais la vraie bonne nouvelle, c'était le chemin de reconstruction, en fait. Ce chemin de reconstruction physique m'a permis de rentrer dans un autre niveau de conscience. En homme rationnel, j'ai voulu comprendre quel était le lien entre le corps et l'esprit, entre mes pensées, mon système immunitaire, mes émotions, mon système cellulaire. Donc je me suis mis à lire énormément de choses. Je ne suis pas scientifique, moi je sors d'une école de commerce. Mais j'ai commencé à lire beaucoup dans le domaine de la biologie cellulaire, comprendre l'intelligence des cellules, du vivant. Dans un domaine qu'on appelle la psycho-immuno-endocrinologie, c'est l'étude de l'effet placebo et nocebo, comment nos pensées peuvent nous tuer ou nous booster. Et puis comme je n'avais pas de dogme, je me suis dit, tiens, s'il y a un problème dans la cellule, c'est qu'il y a un problème dans l'électron. Et que le spin de l'électron n'est pas rond. Et donc je suis descendu dans la physique quantique, déjà à l'époque, pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'infiniment petit. Et comme je suis un dubitatif enthousiaste, je ne crois rien sur parole, j'ai besoin d'expérimenter, d'aller au contact des gens. J'ai rencontré des vrais scientifiques, des gens d'exception, dont certains prix Nobel sur les sujets. Et je me souviens qu'un jour, en discutant avec l'assistante d'un prix Nobel de physique, qui s'appelle Ilia Prigogine, elle me dit, tu sais, le professeur allait très souvent chercher son inspiration dans Lao Tse. Lao Tse, qui est le père du taoïsme, philosophie bien connue, bien antérieure à nos croyances. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que la frontière qui séparait la physique de la métaphysique, les sciences dites dures de la théologie ou de la philosophie, en fait, elle était étroite comme une feuille de cigarette. Et donc, de la science, ce que j'ai fait, je suis remonté à la conscience,
Alors moi, je ne suis pas religieux. J'ai le respect de toutes les religions. Quand je dis que je ne suis pas religieux, je ne crois pas dans le Dieu des hommes parce que je me méfie des dogmes. Je crois plutôt dans le Dieu de Spinoza. Je crois qu'il y a une conscience qui est là, que la vie a un sens. Et donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire pour comprendre ça? J'ai essayé de relire tout ce que je pouvais en matière de sagesse, depuis, je dirais, les plaquettes sumériennes, Pythagore, jusqu'à aujourd'hui Ken Wilber, en revisitant tous les grands classiques et pour les grandes voies religieuses, en regardant les voies mystiques. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus du dogme? Quel était l'esprit? Et donc pour l'hébraïsme, j'ai regardé la Kabbale. Pour l'islam, j'ai regardé le soufisme. Pour la chrétienté, j'ai regardé les apocryphes. Pour l'hindouisme, les Vedanta. Et encore une fois, comme je suis un dubitatif enthousiaste, j'ai été à la rencontre de vrais maîtres de sagesse. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses dans mon corps et dans mes cellules avec ces maîtres de sagesse. De la respiration holotropique avec un maître soufi. J'ai passé 3 semaines avec un ami chez les Indiens Chouars en Amazonie, pas du tout dans un trip touristique. C'était déjà un trip pour aider ces populations et la défense de l'Amazonie. Et donc oui, j'ai pris l'ayahuasca à ce moment-là, j'ai fait du rebirth, j'ai travaillé avec des éminents spécialistes. Et en fait, ce travail-là m'a permis, je dirais, à la rencontre de ce concept de science et conscience. Ça a complètement changé mon regard sur moi en tant que père, en tant qu'époux, mais également en tant que dirigeant d'entreprise. En fait, j'ai trouvé pour moi la réponse aux questions fondamentales. Qui est l'homme? Qui suis-je? Que vient-on faire dans cette époque, sur cette planète? Et comment faut-il y vivre? Alors, bien sûr, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Mais ça a complètement changé mon regard. Et quand je suis retourné dans le monde de l'entreprise, assez rapidement, je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait, le modèle auquel je contribuais était devenu fou. Et générait beaucoup trop d'externalités négatives. Et que la vraie raison d'être d'une entreprise n'était pas la maximisation du profit, comme on m'avait appris dans le business school, mais plutôt la création d'abondance partagée. Puisque j'avais reconstruit ma santé au contact du vivant, des forêts et de la montagne, en fait, j'ai été pétri depuis longtemps de ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est ma passion. C'est comprendre ce que la nature a à nous enseigner. Effectivement, je pense que la vraie raison d'un modèle économique est un modèle qui s'inspire de la permaculture. La permaculture est une philosophie appliquée en agriculture qui dit que vous devez avoir le respect de l'environnement, le respect de l'humain et la création d'abondance partagée. Et mon propos à ce moment-là est de dire que l'entreprise, c'est vraiment par où elle devait aller. Alors, plutôt que de quitter le monde de l'entreprise, moi j'ai décidé d'y rester parce que j'en avais marre d'entendre le monde de l'entreprise pointer du doigt comme étant la source de nos problèmes. J'ai gardé une fibre entrepreneuriale extrêmement forte. J'adore le monde de l'entreprise parce que c'est une aventure humaine extraordinaire, surtout c'est lié, orienté vers une raison d'être noble qui élève. Et puis c'est une source d'innovation et de créativité dont on a grandement besoin aujourd'hui pour faire face aux problèmes auxquels on est confronté. Voilà, ça c'est fin de l'acte 1. Ce qui nous amène à l'acte 2, c'est-à-dire que dans un premier temps, on était en 2005, ça faisait 10 ans que je reconstruisais mon corps physique et quelque part mon corps psychique. Je dirigeais une entreprise dont j'étais actionnaire minoritaire. Et après l'effondrement des tours, en 2001, le business model était très, très beau. On était sur 8 pays différents. La seule chose, c'est qu'on n'avait qu'un seul dogme ou trop, c'était le développement et la croissance. Et qu'avec le reflux, en 2001, on s'est retrouvé nu sur la paroi avec des problèmes de cash. Et donc on a dû se vendre à un groupe parisien d'ailleurs, qui nous a racheté. Il n'était que sur l'île de France. En une fois, il se retrouvait sur 8 pays. Et ils m'ont demandé de garder la direction générale en Belgique et puis aussi de devenir au directoire à Paris. Et puis j'ai dit, pourquoi pas. Puis très vite, je me suis rendu compte qu'on ne partageait pas la même vision du monde de l'entreprise et de sa raison d'être. Et donc, 1 an après, j'ai décidé de quitter, sachant que je ne pouvais pas modifier la trajectoire de l'entreprise de l'intérieur. Et j'ai décidé en 2005, finalement, d'aider justement les entreprises, les patrons, les actionnaires à devenir ces acteurs de changement que je vois partout dans le monde. Alors, le point de départ de mon action aujourd'hui, de mon activité, en fait, c'est le fait que le monde soit à la croisée des chemins. Mais on le sentait venir. Alors, je ne vais pas refaire avec vous ce qui s'étale à la une des journaux tous les jours. Hein, on vit vraiment une polycrise avec aujourd'hui un peak time qui est ce Covid. La crise, elle
Elle est générale, hein, entre climatique, financière, politique, systémique. En fait, on vit dans un monde qui est devenu extrêmement chaotique, instable et imprévisible. Ce qui est intéressant, c'est que pour les anciens Grecs, le mot chaos signifiait la période qui précède la création d'un monde, où tout est possible. Et donc, de mon point de vue, c'est là qu'on se situe aujourd'hui. Ce qui est de si intéressant avec la notion de chaos, c'est que ça a été modélisé par un prix Nobel de physique qui est Ilya Prigogine, et également par quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Erwin Laszlo, qui est un philosophe des sciences. Et ils montrent dans leur modélisation que quand un modèle est stable, hein, c'est la ligne flat qu'on voit là, et il avance, et puis souvent sous l'influence d'éléments exogènes, extérieurs, on commence à avoir des oscillations. Une oscillation qui prend de l'amplitude et dont la récurrence devient de plus en plus importante. Et on a deux cas de figure possibles. Le premier, c'est celui qui est en haut à droite, c'est la notion d'effondrement, la notion de collapsologie, j'ai certains bons amis qui en sont. C'est ce qu'annonçait déjà le Club de Rome, suite à une étude du MIT en 1974, confirmée en 2004, au rythme, avec nos modes de consommation et de production, avec 8 milliards d'individus, ça ne va pas le faire. On va dans le mur. En 2007, l'université de Stanford a refait une étude, elle a dit qu'on était au seuil de la 6e extinction, et que celle-ci serait la première due à Homo sapiens, à ses modes de vie. Donc oui, ça c'est une possibilité. Le système peut s'effondrer. Mais ce que dit également la théorie du chaos, c'est que ce n'est pas inéluctable. Si une minorité agissante et éclairée est capable de comprendre les causes des crises que l'on traverse, d'en tirer les conclusions et d'agir en conséquence, on a la capacité de repartir vers autre chose. Et donc potentiellement, effectivement, un monde est en train de s'effondrer, mais un autre cherche à naître. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue en 2005 avec un maître soufi au Moyen-Orient. Le soufisme est une philosophie absolument superbe. Et je lui demandais quelle était la symbolique de ce tsunami qui, le 26 décembre 2004, prenait 300 000 vies sur les côtes asiatiques. Et le vieil homme m'avait dit « La Terre va accoucher d'un nouveau monde. Ce que tu vois là, c'est la perte des eaux. Regarde bien dans les prochaines années, tu verras les contractions. » J'ai jamais oublié cette phrase. Et quand en 2007, on a démarré avec les subprimes et on a enchaîné, il y a eu une crise pétrolière et puis une crise sanitaire, et puis j'ai vu cette accélération, je me suis dit, ça y est, on y est. Je veux dire, les premières contractions arrivent. Et donc le Covid arrive, qui est peut-être une ultime, ou peut-être en faudra-t-il une autre derrière. Mais vraiment, ce que l'on vit aujourd'hui, je pense, c'est un accouchement. Alors il y a quelques femmes dans la salle, peut-être ont-elles donné la vie, elles savent qu'une naissance est porteur d'espoir, mais c'est en même temps potentiellement dangereux et douloureux. Et le monde, il est là. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'inciter les gens à aller sur la flèche ici en bas et à tous rentrer dans la salle d'accouchement pour devenir des sages-femmes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à réinventer. Les solutions, elles existent déjà. Ça fait 15 ans que je parcours le monde sur 4 continents à la rencontre de ce que j'appelle les agents du changement. Les gens, des citoyens, beaucoup d'entrepreneurs sociaux, d'entreprises éclairées, qui trouvent des solutions innovantes aux problèmes de ce monde et qui silencieusement, dans leur coin, changent la donne. Alors, c'est de là qu'est né pour moi le concept d'économie régénératrice. Vous verrez que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Je pense que l'économie régénératrice est extrêmement important parce qu'il est trop tard que pour n'être que durable. Un statu quo ne suffit plus. Au niveau méta, je pense simplement à l'état des mers. Vous savez que plus de 30% des réserves halieutiques ont disparu, mais l'eau, c'est la vie. Donc très clairement, se contenter d'un statu quo n'est pas possible. Alors, ce qui est intéressant dans cette économie régénératrice, c'est que tous les ingrédients existent déjà. Ce qu'il faut, c'est les aligner dans un autre sens. Alors, qui d'entre vous ont vu le film Demain ? Voilà. Cyril est un bon copain. Moi, j'ai écrit un livre qui est paru en 2014 qui disait la même chose. Heureusement pour moi, le livre est sorti 2 ans avant le film. Et ce n'était rien d'autre que le fruit des rencontres que j'avais faites sur ces 4 continents et qui m'ont donné l'idée également qu'un autre modèle était possible. Une idée ne vient jamais de vous. Ce concept de régénération, je l'ai trouvé dans des discussions avec une amie française qui s'appelle Isabelle Lelannoy, qui a sorti un très bon livre qui s'appelle « L'économie symbiotique », dont je vous recommande la lecture. L'Américain Paul Hawken, qui était le père de toute la pensée verte aux États-Unis pendant des années.
et puis un ancien financier de très haut vol, numéro 2 de JP Morgan à New York, qui a lancé le concept de Regenerative Finance, une finance inspirée du vivant. Et donc cette économie régénératrice, elle s'articule pour moi autour de 4 piliers plus 1. Le premier, c'est la notion de local, ou devrais-je dire glocal. La conjonction des mots global et local. Alors c'est quoi? Local, c'est l'urgence et l'importance de ramener la production proche des lieux de consommation, à tout le moins pour 3 éléments. Le premier est l'agriculture. Je ne veux pas vous réexpliquer ce qu'est le concept de l'agriculture urbaine, pourquoi c'est extrêmement important d'œuvrer à la résilience, à l'autonomie de nos villes. Vous coupez les chaînes logistiques, Paris, en 3-4 jours, il n'y a plus de nourriture. Mais c'est vrai pour Vancouver, c'est vrai pour New York et autres. Et donc beaucoup de villes développent des plans directeurs avec le verdissement des toitures, avec la mise en potager des espaces verts et avec surtout repenser la ceinture verte autour des villes et d'aller d'une agriculture intensive, monoculture, à beaucoup plus de micro-fermes, pluriculture. Donc ce sujet-là, c'est les circuits courts, c'est plein de choses que l'on voit autour de nous. Le deuxième élément, c'est également trouver l'autonomie énergétique. C'est possible. Il y a des maisons aujourd'hui qui produisent plus d'électricité qu'elles n'en consomment. Il y a des immeubles qui font la même chose. Il y a des quartiers qui font la même chose. Moi, j'ai visité au Danemark l'île de Samso et en Écosse l'île de Egg Island. Il y a des centaines de familles qui y vivent. Elles sont en autonomie sur le plan de l'énergie. Elles revendent même l'énergie sur le continent. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les familles sont propriétaires des systèmes qui produisent de l'énergie sous forme de coopérative. C'est souvent solaire, hydrolien, éolien, biomasse. C'est toujours un mixte de choses. Donc nous avons véritablement la capacité. Il y a encore des enjeux technologiques à régler, mais extrêmement important de ramener la production proche de la consommation. Pour ces 2 éléments-là, oui, il y a beaucoup de gens dans la tech. Dans la tech, on connaît aussi le principe de next-shoring, après avoir, on le voit avec le Covid, externalisé en Asie, on rencontre de problèmes que c'est, et qu'il y a un mouvement inverse qui est en train de se faire. Je dirais, c'est souhaitable, ça prendra un certain temps. Mais les 2 éléments fondamentaux sur la relocalisation, alimentation, énergie, et également la diffusion de façon beaucoup plus large de ce qu'on appelle les monnaies citoyennes et des monnaies locales. Je ne me bats pas contre le dollar ou l'euro, qui sont des monnaies très intéressantes pour faire du commerce à l'international, mais je suis l'exemple des Suisses ou des Allemands qui utilisent beaucoup le principe d'une monnaie locale, donc attribuée à une région, à une ville qui est spécifique, et ils se rendent compte qu'en utilisant ces monnaies locales, qui sont également fondantes, sur lesquelles on ne peut pas spéculer, en fait, ils accélèrent très très fort la vitesse de circulation de la monnaie dans le circuit économique, ça booste l'emploi, et ça maintient les gens sur place. Donc il faut un bon mixte des 2. Alors j'ai ajouté le G devant de local parce que par définition, ne disons pas non à ce qu'il y a de bon dans la mondialisation, à commencer par les échanges d'expériences et de savoir. On a besoin d'apprendre des autres et de rester connecté. Donc le premier pilier est cette économie locale. Le deuxième est collaborative. Alors il y a tellement d'experts, des techs, des plateformes, je ne peux pas vous faire l'injure de vous expliquer ce que c'est. Pensez effectivement au Blablacar, KissKissBankBank, les plateformes d'échange citoyennes, d'échange de services. Je sais que certains d'entre vous y êtes. Moi, j'aime beaucoup, j'en toucherai un mot tout à l'heure, le concept de crowdsourcing, plus que de crowdfunding. Comment est-ce qu'on met en place des plateformes d'intelligence collective parce qu'on va en avoir besoin. Donc, c'est tous ces concepts-là. Et puis, le troisième pilier d'une économie régénératrice, c'est une économie de la fonctionnalité. On est dans une économie de la propriété où on essaye de vendre les choses matérielles. Mais fondamentalement, on a trop de biens, ce qui tue d'ailleurs le lien en règle générale. Alors nous, dans les entreprises, en business to business, on sait qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire de sa photocopieuse ou de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est de transporter ce concept dans le business to consumer. Fondamentalement, on n'a pas besoin d'être propriétaire de notre frigo. Ce dont on a besoin, c'est d'une solution de froid. Et donc si demain, et c'est en train d'arriver, finalement on fait un renting ou une location du frigo, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va augmenter la durée de vie, mais surtout que plus jamais le producteur ne mettra dedans de l'obsolescence programmée. Moi je ne sais pas s'il y a de l'obsolescence programmée dans les frigos, je suis sûr qu'il y en a dans les fers à repasser, dans les smartphones. Et ça c'est un enjeu qui est majeur par rapport à l'environnement et la durabilité. Et puis tout naturellement, quand on a parlé de ça, ça nous amène au quatrième pilier de ce qu'est une économie régénératrice. C'est une économie qui est circulaire.
qui est capable de recycler, où les biens qui sont produits sont recyclés, recyclables quasiment à l'infini. Ne croyez pas que c'est un vœu pieux, certains d'entre vous y travaillaient probablement déjà. Si vous achetez une voiture nouvelle aujourd'hui, j'ai vu le nom de PSA par exemple, eh bien, sachez que la voiture elle est déjà recyclée, recyclable à 92 ou 95%. L'industrie automobile, qui est souvent pointée du doigt, est une des entreprises les plus progressistes sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle impose aussi un chemin, des directions et un code de bonne conduite à leurs fournisseurs. En amont, je connais des usines automobiles aujourd'hui qui sont neutres en carbone et qui sont autosuffisantes dans la production énergétique. Donc il y a là de vraies possibilités. Avoir des produits qui sont recyclés, recyclables au maximum, et d'un point de vue de la circularité, c'est également, je vais dire, le fait de concevoir nos parcs industriels différemment. Les Scandinaves sont très forts pour ça. De comprendre la complémentarité entre les unités de production. Donc de savoir que les déchets de l'un peuvent constituer l'énergie ou la matière première de l'autre. Vous mettez une centrale électrique refroidie à eau au milieu d'un parc industriel, vous pouvez faire de la pisciculture à côté, vous mettez certaines industries pharma qui ont des déchets qui peuvent servir, je parle même du bio, je ne parle pas d'intrants chimiques, qui peuvent servir intelligemment pour l'agriculture. Donc c'est cette vision holistique et circulaire, c'est ça l'économie circulaire. Alors, quand on a dit ça, les exemples, ils sont pléthores. Je suis sûr que certains d'entre vous y êtes déjà. On se rend compte qu'on touche au 5e pilier, qui est transverse. En fait, cette économie, elle est bio-inspirée. Pourquoi ? Parce que, par définition, dans la nature, tout est local, tout est collaboratif. Je vous assure que dans une forêt, les arbres ne poussent pas sans la présence des champignons. Il y a un livre fantastique qui est paru sur la conscience des arbres et les liens sociaux qui nouent. Il y a une vraie intelligence, il y a des vraies stratégies sociales même. Par définition, la nature, elle est fonctionnelle, elle n'est pas de propriété et elle recycle tout. Et vous dire ça, c'est pour moi enfoncer un peu une porte ouverte. Pourquoi ? Parce que finalement, moi j'ai la conviction profonde que les solutions à nos problèmes de société individuelle, elles résident dans l'observation du génie, de la sagesse de la nature. Pourquoi ? Prenez l'astre, la Terre sur lequel on habite, c'est un astre qui a 4,5 milliards d'années. Si vous ramenez 4,5 milliards d'années à 24 heures, sapiens, nous, l'homme, nous apparaissons sur l'astre à 23 heures, 59 minutes et 50 secondes. Donc vous imaginez la courbe d'expérience qu'il existe dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal, sur la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, la résilience, la gestion de la complexité. C'est juste hors norme. Et moi, une des choses qui m'a toujours guidé, d'abord ça m'a aidé à reconstruire mon corps physique, c'est que si on œuvre tous, je pense ici pour l'émergence d'un nouveau monde, si on veut éviter de retomber dans des dogmes ou des idéologies qui nous ont perdus quelque part, moi, je pense que le maître absolu, c'est l'observation de la nature, du vivant, à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Alors, quand on a dit ça, beaucoup d'entre vous s'y retrouveront. La question suivante, c'est de dire, mais comment je deviens acteur de ça, si ça fait sens. Et la première des choses, on va revenir sur des éléments que j'ai beaucoup entendus, c'est que beaucoup de gens en font sans le savoir, en font partie déjà, parce que de mon point de vue, c'est du bon sens. Les éléments clés pour moi, pour intégrer cette réflexion, cette volonté au sein de votre entreprise, la première chose, c'est développer une vision intégrale, une vision porteuse de sens pour l'ensemble de l'écosystème. Moi, ce que j'ai fait pendant des années, c'est d'aider les entreprises à aller de ce qu'on appelle en anglais la shareholder value à la stakeholder value. Donc la vraie raison d'être, c'est la création d'abondance partagée pour l'ensemble des parties prenantes. Mais il n'y a pas de destination, il n'y a pas de vent porteur si vous n'avez pas une destination, disait déjà Sénèque. Donc la première chose à faire est de définir ensemble une vraie vision porteuse de sens. C'est le why, c'est le pourquoi on existe. Qu'est-ce qu'il manquerait à la société si je n'étais pas là ? J'ai parcouru pendant ces 15 années des centaines d'entreprises à qui je posais la question « Quelle est votre vision ?» Très souvent, on me donnait une mission. Et très souvent, c'était « Nous voulons être la meilleure entreprise du monde dans notre secteur d'activité ou le plus performant ou la référence. » Mais une vraie vision, c'est de ne pas vouloir être le meilleur du monde dans son domaine d'activité. Une vraie vision, c'est vouloir être le meilleur pour le monde dans son domaine d'activité. C'est très différent, parce que dès l'instant où vous portez une vision qui est holistique,
Je veux dire, vous élargissez complètement le champ et vous élargissez également l'ensemble de vos parties prenantes. Ça a très bien été expliqué. Tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, quand il a parlé de l'effet Covid et qu'il a remis la notion de sens et de vision, qui était celle de garder, promouvoir l'emploi. En une fois, ça a fédéré quasiment tout le monde autour de lui. Donc cette vision intégrale est vraiment quelque chose d'indispensable et ça a trop souvent été galvaudé ou mal compris entre mission et vision. Donc la vision, c'est pourquoi vous existez. La mission, c'est ce que vous faites, mais il subit d'une rupture technologique ou politique et dans 5 ans, vous ferez peut-être autre chose. Et comment vous le faites, c'est également une des choses les plus importantes, ce sont les valeurs vécues au sein de l'entreprise. Première chose. La deuxième chose, c'est la notion d'intelligence collective. Alors, oui, aujourd'hui, il y a urgence de passer du jeu au nous, de la compétition à la collaboration et de bien comprendre qu'il y a un joyau au sein d'une entreprise qui est cette intelligence collective. Moi, je dis souvent, les grands enjeux la vraie valeur d'une entreprise, c'est la somme des talents motivés. Je ne parle plus de ressources humaines, je parle de patrimoine humain. La somme des talents motivés. Si vous retirez ça, il reste quoi? Il reste des coûts. Vous êtes en réactif, vous n'êtes plus en proactif. Alors l'intelligence collective, un des plus beaux éléments que je connais, c'est au travers des plateformes de crowdsourcing. J'ai croisé il y a quelque temps, c'était à l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne. À l'époque, c'était encore plus ou moins une start-up, une société qui s'appelle Innocentive. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez. Innocentive, c'est l'abréviation de 2 mots, innovation et incentive. Alors en fait, cette plateforme, elle faisait quoi? Si vous étiez un entrepreneur, petit ou grand, vous avez un problème opérationnel que vous ne parvenez pas à résoudre, vous postez votre problème sur la plateforme avec une récompense qui pouvait varier de 5 000 à 50 000 $. Et eux renvoyaient la question partout dans le monde, dans tous les réseaux d'ingénieurs, soit les universités ou les ingénieurs à la retraite. Taux de succès 85%. La NASA a résolu en 27 jours un problème vieux de 33 ans, et c'est un ingénieur civil à la retraite anglais qui a trouvé la solution. Donc ça, c'est un exemple d'intelligence collective. Mais ce qui est fait au niveau global peut être fait au niveau local, au sein des entreprises. Moi, je travaille beaucoup à Paris avec un mouvement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Make Sense, qui vient d'entrepreneuriat social et qui ont développé également toute une approche pour aider les entreprises au travers d'un mouvement qui s'appelle Common Sense à développer ce concept de tribu et de communauté, et surtout d'intelligence collective. Alors le troisième point, comme facteur clé, c'est la définition d'une organisation agile. On a parlé du board. Je pense que Marco a bien expliqué également comment fonctionnait c'est l'autre côté, l'entreprise. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient un garçon qui s'appelle Frédéric Laloux? Ça vous dit quelque chose? Un livre qui s'appelle Reinventing Organization. Alors Frédéric est un bon copain, on collabore depuis longtemps. En fait, Frédéric était consultant chez McKinsey pendant des années, 15 ans. Il s'est rendu compte qu'il traitait toujours les mêmes effets, que fondamentalement, il n'adressait pas les causes et qu'il y avait un vrai problème. Pendant 2 ans, il a pris un congé sabbatique et il a parcouru le monde pour voir quelles étaient les entreprises qui vivaient sans hiérarchie aucune, sans direction, et quel était l'impact sur le résultat, sur l'efficience et sur l'agilité. Il a cartographié ça dans un livre qui est passionnant, qui est paru même sous forme de bande dessinée, c'est encore plus, qui s'appelle Reinventing Organization. Et Frédéric, il a identifié qu'en fait, il y avait différents modèles existants dans le modèle organisationnel des entreprises. Le modèle rouge, c'est souvent tribal quand une entreprise démarre. Elle a ses codes de fonctionnement. Il y a le modèle jaune, qui est quand elle devient beaucoup plus structurée, hiérarchique. Il y a le modèle de compétition, surtout pour les grands fonds d'investissement, où seule la maximisation du profit avait raison d'être. Et puis il y a le modèle vert, qui est beaucoup plus consensuel. Et puis il dit aujourd'hui, ce qu'il appelle, c'est un modèle opale, qui est très différent, qui permet à l'entreprise d'être beaucoup plus agile, qui permet aux personnes également de pratiquer ce qu'on appelle beaucoup plus le self-management, l'authenticité, on l'a dit, et que tout le monde ait accès à une vision commune qui sont les éléments clés de ce sujet-là. Alors aujourd'hui, mon propos n'est absolument pas de faire l'éloge du travail de Frédéric. Lisez le livre, vous avez une communauté mondiale qui s'est développée là derrière, mais là derrière, c'est la logique de l'entreprise libérée, des approches sociocratie, holacratie ou la théorie U d'Otto Scharmer.
C'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'au-delà de l'amitié qui me lie à Frédéric, moi j'ai retenu son modèle, c'est que lui pense, tout comme moi, que l'entreprise est une organisation symbiotique ou biologique. Elle est un être vivant qui interagit exactement comme une cellule ou nous autres, et doit être traitée de cette sorte-là. Donc vouloir rigidifier au travers de structures, c'est juste un non-sens. Alors, quatrième élément des facteurs clés, c'est vraiment ce qu'on va appeler une gestion holistique. C'est le fait de pouvoir développer un autre type de leadership que moi j'ai appelé leadership inspiré, inspirant. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que plus la qualité de vos gens augmente, plus la valeur de votre entreprise augmente, plus vous allez avoir capacité d'être résilient et de pouvoir construire le futur. De ce que j'ai pu observer sur l'aspect gestion, développer une gestion holistique, un leadership inspiré, inspirant, c'est promouvoir dans l'entreprise 4 différents types de quotients. Alors on est dans une société qui valorise très très fort le quotient intellectuel. On est tellement bien formé dans une université, spécialement en France, je veux dire extrêmement cérébral. On peut penser, agir, juger, analyser en permanence. Ça, l'université et l'école nous forment à ce genre de choses. Or, aujourd'hui, on est dans un monde qui est devenu éminemment complexe, où de mon point de vue, on ne sait plus tout gérer intellectuellement. On est aussi dans un monde qui va imposer de passer du jeu au nous, de la compétition à la collaboration. Donc on a besoin également de développer un autre type de conscience, c'est le quotient émotionnel. C'est les notions d'empathie, de compassion, votre capacité à lire le problème avec les yeux de l'autre. Et donc, quand on développe un quotient émotionnel, on peut rentrer dans la notion de manager. Ça ne fait pas encore de vous un chic type ou une chouette personne, parce que beaucoup de dictateurs ou de gens qui ont des comportements retors ont un comportement émotionnel, un quotient émotionnel élevé. Ça va avoir la lecture, mais sont simplement des manipulateurs. Et donc la clé, c'est effectivement de développer ce quotient émotionnel. C'est également de développer ce qu'on appelle un quotient systémique, la capacité de sortir des silos. On est dans une société en silo, on nous enseigne en silo, de connecter les dots, comme disent les anglo-saxons. Et puis peut-être la chose qu'on nous a le moins appris à l'université, à l'école, c'est le 4e quotient, c'est la notion de quotient spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion, ce sont les valeurs et le sens que vous voulez donner à votre existence et aux actes que vous posez, ou comment en entreprise vous pouvez véritablement aligner qui vous êtes avec ce que vous faites. Et ça, si vous voulez construire une entreprise pour le futur, à la fois pour vous et pour la société, c'est extrêmement important de valoriser ou de former les gens ou de permettre aux gens de se former sur ces sujets-là. Alors, on en a parlé, je vais un peu vite, un des derniers éléments, mais il y en a encore beaucoup, pour rentrer dans ce concept d'économie régénératrice, c'est effectivement de changer les mesureurs de performance. Calculer la valeur ou la performance d'une entreprise simplement sur un multiplicateur de l'EBITDA, c'est simplement hygiénique, mais c'est une hérésie. C'est comme d'aller chez le docteur et qui vous dit Olivier, tu as 12,8 de tension. Et encore, tu avais 12,8 de tension il y a 3 semaines, puisque les chiffres, on les reçoit un peu plus tard. Il est bien évident que pour construire ce nouveau monde, aujourd'hui, on doit avoir une approche beaucoup plus holistique. On doit aller au-delà de l'EBITDA et prendre en considération les externalités positives ou négatives que l'entreprise crée pour l'ensemble de l'écosystème. Ça commence au niveau macro, c'est de sortir du diktat du produit intérieur brut, qui fait que plus il y a de maladies, plus le PIB augmente, puisque ça calcule quoi? Les ventes, le chiffre d'affaires, les exportations. Et donc ça, il faut pouvoir le traduire au niveau de l'entreprise. Et c'est bien entendu, en France, vous avez le concept d'entreprise à mission qui est en train de se développer très très fort. Et on en a parlé beaucoup mieux que je ne le ferai. C'est le mouvement Bicorp, qui est une proposition, qui est une certification qui permet aux entreprises de tracer leur chemin sur comment je déploie d'autres mesureurs de performance qui intègrent les externalités que je crée. Alors moi, je connais bien le mouvement Bicorp parce que je les ai rencontrés pour la première fois il y a 10 ans aux États-Unis. C'était tout petit. Ils n'adressaient que des TPE américaines. Et à l'époque, je travaillais déjà avec un fonds d'investissement impact aux États-Unis. Plus tard, on a créé une fondation ensemble. Et on a décidé à l'époque de les financer au niveau mondial. Donc je les suis depuis 10 ans. Et il existe d'autres solutions, mais celle-là est peut-être la plus aboutie. Et ce que j'aime, c'est qu'elle vous aide surtout à faire un chemin. Vous ne devez pas être parfait pour y accéder.
et qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous dire qu'une communauté mondiale qui est en train de se fédérer, des entreprises qui sont Bicorp, et du concept qu'ils appellent le B Way of Leading, que nous finançons par ailleurs dans la fondation dont je m'occupe. Donc, les facteurs clés, j'en rajouterai un qui n'est pas là, qui est le fait des structures juridiques des entreprises. Vous entendrez parler de plus en plus dans les années à venir du concept de fondation d'entreprise, qui fait que de plus en plus d'entreprises qui veulent aller dans cette direction-là, vers le SDG ou vers l'économie régénératrice, se rendent compte qu'il est utile d'avoir comme actionnaire à un moment une fondation, qui n'est pas du tout là pour des raisons fiscales, mais qui est là pour être le gardien du temple, de la raison d'être, du why de l'entreprise. Alors vous devez savoir que des entreprises emblématiques ont déjà eu recours à ça, et on peut voir à leur track record qu'il y a un impact sur la pérennité, sur la compétitivité, mais donc aussi sur la rentabilité de l'entreprise dans le temps. J'en cite deux, le groupe Tata en Inde, qui est très connu, qui est une entreprise extrêmement progressiste, ou bien au Danemark, une entreprise qui est leader sur les technologies contre le diabète, qui est la société Novo Nordisk. C'est en train d'émerger. Je peux en rajouter un ? Vas-y. Le groupe SIPA Ouest France, la structure de tête est une association loi de 1901. Voilà. Donc c'est un élément que je ne voulais pas passer sous silence parce que c'était une pièce à l'édifice véritable. Alors, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé mais qui sont inclusifs là-dedans, dans ce que j'ai évoqué derrière. Bien sûr, une notion d'une gestion beaucoup plus intégrale. D'autres en parleront beaucoup mieux que moi, mais c'est la notion également de parité des genres. Ce n'est pas une question... Il faut respecter un règlement. Le fait qu'on ait besoin de plus de femmes dans nos entreprises, je pense que c'est une question d'énergie. Les femmes, en règle générale, où l'énergie féminine est plus facilement apte au nous qu'au jeu, à la coopération qu'à la compétition, au service qu'au pouvoir. Et on le voit, une étude de McKinsey, en plus, montrait récemment que pour des raisons neurologiques, je ne sais pas s'ils expliquent, en fait, les femmes ont une meilleure aptitude à gérer la complexité que les hommes. Et donc, dans ce monde-ci, ce n'est pas qu'on ait besoin de plus de femmes, en tout cas, on a besoin de plus de féminin ou d'énergie féminine partout au niveau des instances. Et c'est une des clés également de la réussite de cette transition. Alors, on dit, pour moi, qu'est-ce que je peux faire demain matin ? Moi, je pense fondamentalement que l'écologie globale est la somme des écologies individuelles. Que le plus gros problème de notre époque, un des plus gros problèmes de notre époque, c'est probablement un problème de leadership. On a beaucoup de leaders au pouvoir, peut-être pas assez au service, beaucoup de leaders en posture de chef de guerre, pas assez en posture de chef d'orchestre, et qu'on a beaucoup de leaders qui dirigent par la tête et peut-être pas assez par le cœur. Mon propos n'est pas bisounours, c'est réel, je vais vous montrer dans un instant. En fait, on a 3 cerveaux. Le cerveau central n'est pas la masse cérébrale, mais est le cœur. Alors, si vous aspirez à l'émergence d'un monde meilleur, si vous voulez vous inscrire dedans en tant qu'acteur de changement, moi, ce que je recommande, finalement, vous pouvez faire plein de choses, monter des entreprises, pratiquer l'économie régénératrice, investir dans le SDG. Mais l'harmonie du tout, elle commence d'abord par l'harmonie personnelle. La chose, à mon avis, la plus intéressante à faire, et là, je partage mon expérience, c'est d'essayer de pouvoir développer cette hygiène épigénétique pour aligner à tout le moins les 4 corps qu'on a. On a un corps physique, c'est notre véhicule. La façon dont vous le nourrissez, vous le soignez, vous l'écoutez est extrêmement importante. Je pense fondamentalement qu'on est fait pour vivre jeune beaucoup plus longtemps. Ce qui nous tue prématurément, c'est la pollution intérieure et la pollution extérieure. Le deuxième corps, c'est le corps mental. Ce sont nos pensées, qui est probablement le plus grand des polluants. Moi, c'est un philosophe canadien qui s'appelle Eckhart Tolle qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». C'est lui qui m'a fait prendre conscience de la pollution qu'est notre mental, qui juge, qui analyse en permanence. Eckhart Tolle, il dit « Nous, les Occidentaux, on vit toujours avec soit l'angoisse du passé, l'angoisse du futur ou l'amertume du passé. » Or, il dit « Rien ne s'est jamais passé dans le futur ni dans le passé, tout se passe au moment présent et on n'y est pas, parce que nos pensées sont ailleurs. » Et donc, la gestion des pensées sont extrêmement importantes. Je vous donne un exemple qui est trivial. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, simplement elle génère de l'énergie. Le matin, quand vous vous levez, vous allez à la salle de bain, vous allumez la radio, vous écoutez les news. Ça va, d'habitude, vous déverser un lot
mauvaise nouvelle. Vous descendez à la cuisine, vous continuez, vous écoutez les news, vous arrivez dans votre voiture, ou vous écoutez éventuellement la radio, vous continuez. Vous arrivez au bureau, vous êtes déjà empreint d'une énergie et de pensée très particulière, parce que la perception que vous avez du monde est très particulière. Vous faites autre chose le matin, vous vous levez, premier réflexe, vous écoutez votre playlist préférée. Vous continuez à la cuisine. Dans le métro, vous écoutez un podcast qui vous nourrit, et peut-être qu'en arrivant au bureau, vous allumez Internet et vous choisissez l'information qui vous est utile. Le monde n'est pas différent, votre perception du monde est très différente, vos pensées sont très différentes, et les émotions que vous allez générer sont très différentes. Ce qui m'amène au troisième corps, après le corps physique, le corps mental, c'est le corps émotionnel. C'est ce que moi j'appelle la bombe anatomique. Ça vous tue ou ça vous sauve. C'est ce que j'ai expérimenté dans mes cellules. Les émotions ne sont pas mauvaises, il ne faut pas s'en couper. On a besoin de la peur pour se sauver de temps en temps, on a besoin de la colère pour évacuer une tension, on a besoin de la tristesse pour faire un deuil. Mais le but, c'est de ne pas être l'émotion. C'est de pouvoir être observateur pour rester maître du système. Quand vous faites ce travail d'alignement de ces trois corps avec une approche épigénétique, une hygiène de vie que j'ai décrite précédemment, va émerger beaucoup plus facilement le quatrième corps, qui est finalement ce corps spirituel, ce qui donne un sens à notre existence, ce pourquoi, quelque part, on est prêt à mourir, ou en tout cas à s'investir. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la science rejoint ce travail sur la conscience. Les études américaines ont montré qu'en fait, le vrai cerveau n'est pas la masse cérébrale. On a dans notre corps 3 cerveaux différents. Oui, il y a ce qu'on appelle gut feeling, on sait qu'on a des neurones dans le ventre, le ressenti. Mais une étude faite en Californie montre qu'en fait, il semblerait que la conscience n'est pas localisée dans la masse cérébrale, mais que l'intuition se situe dans le cœur, au niveau du champ électromagnétique et du champ quantique qu'il propulse. Et les scientifiques disent, penser que l'information est dans le cerveau, c'est croire que l'orchestre est dans la radio. Alors pourquoi c'est extrêmement important? Quand vous avez cette démarche épigénétique d'alignement, qu'est-ce qui se passe? Et on peut l'observer dans les hôpitaux, c'est que vous allez aligner les 3 cerveaux. À commencer par le cerveau du cœur, qui est relié par le nerf vague au cerveau neuronal, qui va mettre en place les 2 hémisphères, la partie préfrontale et autres. Et vous allez créer un cercle vertueux qui va vous permettre d'accéder beaucoup plus facilement à ce que moi j'appelle la supraconscience. Appelez-le ce que vous voulez. Mais cette partie de vous-même que nous avons tous, qui sait, qui sent, qui est plus rapide que la réflexion simplement structurée et mentale. Et je pense qu'on en a besoin justement pour passer du jeu au nous, de la compétition à la coopération, du service au pouvoir, et surtout pour gérer la complexité qui est dans ce monde. J'en terminerai en vous citant 2 auteurs que j'aime beaucoup parce qu'ils illustrent mon propos. L'un, c'est l'intelligence cérébrale, c'est Albert Einstein qui disait « Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui l'a engendré. » Je veux dire, on a besoin d'inventer des choses qui n'existent pas encore. Donc, privilégions la pensée latérale, la pensée métissée et la diversité. Et puis, ça commence par nous, là où on est aujourd'hui, tout de suite dans notre vie, dans notre quotidien. Et puis, une dernière chose, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je vous ai expliqué dans, je ne sais pas, 40-45 minutes, c'est authentique. Je peux vous donner toutes les références scientifiques, économiques ou autres, mais ce n'est pas la vérité. C'est ma vérité, celle que j'ai construite et qui m'aide à vivre. Et moi, je vous invite à construire la vôtre. Je vous remercie. Il n'y a plus qu'à. Merci. Je ne vais peut-être pas revenir sur le Covid, qui est une contraction, comme une ultime contraction. Alors, vers quoi? On ne sait pas, mais vous avez peut-être une idée. Mais vous parlez du supranaturel et que vous avez développé. Ça vous donne accès à quoi sans ROI? La question, elle est très pertinente, hein, parce que le Covid nous invite pour donner une réponse à votre première remarque, nous invite à repenser le système de façon globale. Moi, j'ai été pendant 6 ans sur l'économie régénératrice, j'ai des cours dans les universités, beaucoup de conférences et autres. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens comme vous qui l'incarnez, je suis sur autre chose, je suis sur l'émergence d'un nouveau récit d'une société intégrale.
qui intègre dans son sein commun le souci du bien commun, l'accès à la dignité pour le plus grand nombre, et surtout la conscience de l'interdépendance et qu'est-ce que ça veut dire économiquement et politiquement. Donc je pense que le Covid nous invite à repenser différemment et à créer un nouveau narratif, première chose. Alors moi je ne suis pas du tout un surhomme, je suis comme vous, j'ai mes peurs, mes douleurs et ainsi de suite. Simplement la vie m'a imposé de prendre des chemins de traverse, de sortir un peu sur l'autoroute sur laquelle j'étais, d'expérimenter certaines choses. Je pense que ce qui se joue également avec le Covid, c'est pour répondre à votre question, c'est comme s'il y avait un jeu entre ombre et lumière. La lumière qui nous envoie un virus qui, quand vous mettez les choses en perspective, je me demande pourquoi tellement de tapage médiatique, alors que vous allez voir qu'en bout d'année, dans des pays comme la France ou la Belgique, il n'y aura pas eu plus de morts que les années précédentes. Il n'y a personne dans les hôpitaux, la létalité est extrêmement basse. Au mois d'avril, en Belgique, on était en surmortalité. Au mois de juillet, on était en sous-mortalité. C'est l'effet moisson. Donc, le Covid, je ne nie pas ce qui s'est passé, choses dans ce genre-là, et les mesures, mais il y a d'autres choses qui tuent beaucoup plus, comme l'environnement. Par contre, ça nous fait prendre conscience, ça nous a demandé de ralentir, de développer un autre rapport à nous-mêmes et un autre rapport à la nature, puisque l'origine serait éventuellement la pression de l'homme sur le règne animal. Donc ça, je dirais, c'est le côté lumière qui nous dit ok, prends conscience de ce qui se passe, de là où tu t'es égaré, et prends conscience également du monde qui est autour de toi, que tu ne vois plus dans la rat race, comme disent les Anglais, que tu vis au quotidien. Et prends aussi conscience que peut-être la solution n'est pas dans le monde extérieur, mais dans ta puissance intérieure. Tout le monde s'agite pour un vaccin. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de développer son immunité, plutôt que de s'en remettre à un hypothétique vaccin dont on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Je ne suis pas du tout contre la vaccination. Alors pourquoi c'est extrêmement important, et je fais le lien avec eux, c'est que, quelque part, au travers d'une autre relation à la nature et une autre relation à nous-mêmes, une autre hygiène de vie, le Covid nous invite peut-être à toucher à une autre dimension de nous-mêmes, à redevenir sensible à toute une série de choses que l'on ne voit plus et à reconnecter à plus que nos 5 sens. Et par contre, la partie ombre, je ne suis pas du tout contre les techs parce que je pense que si elles sont utilisées avec une intention pure, elles vont pouvoir favoriser l'émergence d'un nouveau monde. Par contre, j'ai beaucoup de doutes vis-à-vis du transhumanisme. J'ai rencontré 1 ou 2 fois Ray Kurzweil. Je n'ai jamais su si c'est le patron de la Singularity University. Je n'ai jamais su si j'avais en face de moi Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Et lui, il dit que de toute façon, la solution, elle viendra avec le transhumanisme, le fait qu'on nous mette des chips, qu'on devienne des hommes bioniques. Elon Musk a dit qu'on pouvait mettre des cellules dans le cerveau. J'y crois pas trop, ça. C'est remettre notre vrai pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Chacun est libre de décider. Moi, mon propos est de dire qu'on vit sur une planète qui est juste incroyable, de beauté, d'abondance, de générosité. On peut nourrir 9 milliards d'individus avec du bio. Il y a un de vos scientifiques qui s'appelle Marc Dufumier, professeur à AgroParisTech, qui l'a très bien écrit. On n'a pas besoin de se soumettre à une technologie pour en être dépendant. Oui, si elle peut nous aider au quotidien. Et donc, je pense qu'on a véritablement la capacité d'être des hommes augmentés par nous-mêmes et pas par la machine. Bonjour, alors moi je suis époustouflé par votre expérience et enthousiasmé par la manière dont vous l'avez transcendée. Je suis très nourri par le côté allons chercher les forces en nous-mêmes pour transformer le reste, mais je vais avoir une question qui est à l'inverse néanmoins, qui est cette activation intérieure, cette reconnexion intérieure, elle existe dans une société qui aujourd'hui se caractérise par de plus en plus de violence, de fragmentation et même un consentement au vivre ensemble qui est de plus en plus challengé. Je ne parle pas de système politique, là. Je parle vraiment de la réalité de la géographie, de la cartographie de nos sociétés et de la manière dont globalement on a envie de jouer collectif ou on a envie de jouer individuel. Donc, est-ce que ce facteur-là et l'amélioration de la société en tant que communauté est une
conséquence d'une activation intérieure? Certainement. Mais est-ce que l'activation intérieure a suffisamment de place dans un contexte collectif aussi fragile? J'aurais tendance à dire qu'il faut en faire de la place. Mais vous savez, je pense qu'on vit également une crise de perception. Ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Je vous invite à regarder le documentaire qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », où ils interrogent les gens des GAFA, mais qui ont participé à créer des algorithmes qui rentraient dans notre cerveau. On est, pour ceux d'entre vous qui aimaient la philosophie, dans la caverne de Platon, hein, complètement. On nous montre que un certain monde, celui qu'on veut voir, celui qui joue sur notre cerveau reptilien, parce que vous devez savoir que nous, sapiens, les mauvaises nouvelles sont comme du velcro et les bonnes sont comme du téflon, pour des raisons historiques et neurologiques. Et donc, les systèmes médiatiques jouent là-dessus à fond. C'est même enseigné dans les universités, dans les facultés de journalisme, où on enseigne aux futurs journalistes de mettre la plume dans la plaie, parce qu'on sait qu'on va créer de l'audience à ce moment-là. Et donc, notre crise est également une crise de perception. Et moi, je tiens à vous dire, je peux vous montrer les études scientifiques, que l'homme n'est pas un animal pour l'homme. L'homme, fondamentalement, est un être coopératif et empathique. Les études scientifiques le montrent. Il y a beaucoup plus d'actes de bienveillance au quotidien que d'actes de violence. Le problème, c'est l'effet focus. Je prends l'exemple de la crise que l'on vit. Moi, je mets un masque par respect pour vous, quand je m'approche de vous, parce que, voilà, oui, moi, sinon, j'y crois pas du tout. Je crois qu'il y a eu une pandémie, oui, au mois d'avril, comme il y a déjà eu la grippe espagnole, comme il y a eu beaucoup de choses, comme il y en aura d'autres, et que c'est la conséquence de nos errements humains, très volontiers. Mais pendant 6 mois, tous les journaux n'ont parlé que de ça, en nous montrant des statistiques sous un seul œilleton, pas la vision large des choses, et en créant dans notre esprit une réalité. Alors aujourd'hui, on nous montre qu'effectivement, les contaminations augmentent, mais les contaminations, d'abord, il n'y a plus d'hospitalisation, la létalité, elle est très basse, et on crée une psychose qui fait que les gens se disent ma réalité, c'est que l'autre est dangereux, c'est que mes enfants doivent aller à l'école avec un masque. Et les journaux se repaissent de ça et ils construisent une autre réalité. Ça fait 15 ans que je parcours le monde à la rencontre des gens, des femmes et des hommes, j'appelle les femmes et des hommes soleil, qui en silence changent le monde, là où ils sont. Ils sont des millions. Il y a un excellent livre qui est paru en France, qui s'appelle « 1 million de révolutions silencieuses », écrit par une journaliste qui a fait le même métier. Les crises qu'on a sont des crises de perception. Je ne nie pas le danger de ce monde, mais si on veut bien, à l'espace d'un instant, mettre une autre paire de lunettes sur le bout du nez, vous verrez que les choses sont très différentes. Et j'en terminerai par là. Moi, j'ai fait beaucoup d'alpinisme et de haute montagne. Ça m'a aidé à reconstruire ma santé. Ce qu'on vit, c'est comme sur la paroi. Vous devez vous concentrer sur le sommet et la sortie pour y réussir, tout en ayant la joie dans ce que vous faites et en étant conscient du danger, parce que vous avez 200 mètres de vide en dessous de vous. La vie, c'est exactement ça. Donc, changeons notre regard, je pense qu'on changera le monde. Je pense que c'était tellement inspirant que tout le monde est un peu abasourdi. Je te remercie vivement d'avoir accepté de venir ici pour une assemblée que tu ne connaissais pas, pour une société que tu ne connaissais pas. Moi, j'apprécie énormément la teneur du discours, j'apprécie la qualité de l'homme qui est derrière, et je pense que ça va résonner profondément dans la manière dont on va pouvoir influencer notre organisation, nos entreprises et nos rapports aux gens dans les entreprises dont on fait partie. Il y a tellement de choses dans ce que tu nous as raconté que je pense qu'il va falloir que d'abord on revisionne intérieurement ce qu'on en a retenu immédiatement,
Mais pour faciliter le process, on va mettre à disposition de tout le monde l'enregistrement, si tout nous y autorise, Oui, bien sûr. de ton intervention. Je te demanderai un service supplémentaire, c'est de nous faire passer l'essentiel de la bibliographie dont tu as parlé, parce qu'il y a des sources. Oui, sans souci. J'aurais pu mettre un slide. Il y a des sources qui t'ont Oui, inspiré et qui, Oui. à mon avis, seraient utiles à consulter indépendamment. Bon, je manque un petit peu de mots pour tirer une conclusion utile de tout ça. En dehors du fait que ce que j'en retiens immédiatement, c'est deux choses. Un, c'est l'interdépendance complète. Tu en as parlé tout à l'heure à propos de la nature et de la forêt, etc. Donc nous sommes tous interdépendants. Et si on sait gérer cette interdépendance avec bienveillance et avec attention pour ceux que l'on a en face de nous, je pense que des choses phénoménales peuvent se produire. Et puis la deuxième chose, mais ça je laisse tout le monde à sa propre appréciation. Je pense que ce que tu exprimais tout à l'heure sur la force intérieure de chacun d'entre nous et le pouvoir massif que cette force intérieure a pour changer les choses au moment présent, voilà, c'est les deux choses qui pour moi sont les plus immédiates que je retiens de ton intervention, dont je ne saurais encore te remercier suffisamment. Merci. Bonne route à tout le monde. Merci infiniment.